Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur et je vous pose directement le contexte, le deuxième thread va vous retourner. Voilà, c'est dit, c'est posé, même moi en lisant j'étais pas bien, ce qui est assez rare. Bon, je suis obligé de vous remercier pour ce que vous faites. Vous allez me demander pourquoi. Plus de 12 000 vues en 2 jours, 1000 abonnés en moins d'un mois et on s'approche vraiment des 100 000 vues en un mois, ce qui est assez fou à mon niveau. Et ça c'est grâce à vous les petits potes. Moi je crée le contenu mais c'est vous qui supportez en regardant chaque vidéo, en les likant et en les commentant. Certains d'entre vous viennent me voir en DM Insta et on parle un petit peu et c'est très cool d'échanger avec vous. Quand je tourne la vidéo, il y a 3908 petits potes. Donc toi là derrière ton écran, pourquoi t'es pas encore abonné? T'es sérieux là? T'es pas abonné à mon petit pote? Tu veux que je m'énerve? Oula, attention, abonne-toi vite, active la petite cloche sinon je sens qu'il va s'énerver. Mais le petit pouce bleu là, je commence à être énervé. Ok, fais-le vite et on commence. Prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Oliver. C'est un Français qui a déménagé au Canada pour suivre ses études. Il veut obtenir un MBA qui est un diplôme dans une université à Vancouver. C'est tout à l'ouest du Canada. C'est une ville assez urbaine et grande, mais autour de la ville, il nous dit que c'est très sauvage. Il y a plein de parcs nationaux et donc plein de balades à faire. Dans l'université où il est, Oliver s'est fait un petit groupe d'amis. Il y a Juan, un espagnol, David, un anglais et Marc, un autre français. Le groupe d'amis se retrouve souvent après les cours pour aller en soirée ou faire la tournée des bars, mais ils restent généralement ensemble pour parler et ils se mélangent très rarement aux autres personnes. Un soir vers la fin de l'année scolaire, ils sont posés et ils fument un petit peu d'herbe. David il leur dit « Eh les gars, venez pendant les vacances, on se fait du camping sauvage ». Sous l'effet de l'alcool et de la drogue, ils ont tous accepté instantanément et ils ont trouvé que c'était une super idée. Du coup, ils s'organisent et ils se documentent sur les parcs de la région. Ils vont faire les magasins pour acheter leur équipement pour ce camping. La tente, le réchaud, le filtreur d'eau, le couteau suisse et en gros tout le matériel qu'il leur faut. Ils choisissent un parc qui a l'air parfait et qui est le Chilliwack Lake Park, qui est très grand avec plein de forêts, de montagnes et aussi un magnifique lac au passage. Ils ont repéré plusieurs campings mais il nous dit qu'Oliver à cet âge-là, ils sont un petit peu cons. Et ils se sentent intouchables, du coup ils préfèrent faire du camping sauvage. Ils vont donc planifier 2 semaines de camping. Une semaine aller, une semaine retour. Les amis louent une voiture tout-terrain avec l'argent des petits jobs que chacun a fait. Puis ils trouvent un itinéraire de randonnée parfait qui suit une sorte de rivière pour qu'ils puissent s'hydrater et qui est pas très loin de certains campings. Bref, ils ont tout planifié. La nourriture, les feux de détresse au cas où. Le jour J arrive et ils récupèrent leur voiture. Marc et Oliver n'ont pas leur permis, du coup c'est Juan qui doit conduire la voiture. Ils arrivent dans le parc et ils déchargent la voiture avec leurs sacs qui sont énormes. David et Marc, ils ont les sacs qui contiennent la nourriture et Juan et Oliver, ils ont les tentes et les sacs de couchage. Avant de se lancer, les gars ont défini une règle qui est très simple. Une personne qui a de la nourriture dans son sac ne doit jamais être séparée d'une personne qui a des tentes et le matériel de survie. Car si par quelconque hasard ils doivent être séparés, il faut absolument éviter le pire, qui est ne pas avoir de nourriture. Oliver et ses amis prennent même le numéro du poste des gardes forestiers, c'est des rangers, au cas où ils auraient un pépin. Bref, tout est parfait. Ils partent donc à l'aventure. Le petit groupe croise plein d'animaux. Le temps est parfait, les 2 premières nuits se passent à merveille. Ils s'endorment sous un ciel magnifique en regardant les étoiles. À partir du 3e jour, Juan il leur dit qu'il est pas bien. Pas qu'il est malade, juste qu'il a un mauvais feeling. Et ça le quitte pas, il a vraiment comme une boule au milieu du ventre. Le reste du groupe le rassure, il déconne un petit peu et ils se remettent en route. Au jour 4, Oliver lui aussi commence à ressentir cette sensation étrange, comme s'ils étaient suivis. Il va donc en parler au reste du groupe. Et le reste du groupe va lui dire « Bon, c'est pas grave ». Le soir même, Marc et Oliver vont aller chercher du petit bois pour le feu. Ils discutent en français et il commence à faire un peu froid car ils sont au Canada. Et les soirs sont plutôt frais là-bas. Puis à un moment, Oliver il entend que Marc éternue. Oliver il lui dit « À tes souhaits » en rigolant. Et là c'est la douche froide. Car au même moment où Oliver dit ça, Marc lui dit aussi à tes souhaits. Ils comprennent donc très vite que ni Oliver ni Marc n'a éternué. Ils vont se regarder dans le blanc des yeux et ils savent qu'il y a quelqu'un avec eux dans la forêt. Premier réflexe, ils se mettent à demander si c'est David ou Juan qui est là.
Mais après plusieurs secondes, pas de réponse. Oliver commence à sentir que l'atmosphère est de plus en plus pesante. Ils sont deux au milieu de la forêt canadienne, éclairés par leur seule lampe frontale. Ils décident de prendre leur bois très rapidement et de retourner au campement. Quand ils arrivent au camp, Oliver et Mark allument leur petit feu et ils racontent tout ça à David et Juan. Et ils vont leur dire que c'était peut-être un animal, mais que pour éviter tout problème, ils vont instaurer un tour de garde dans la nuit qui se fera 2 par 2. La nuit se passe très bien même s'ils n'ont pas beaucoup dormi. Du coup, ils marchent moins vite que prévu. Et pendant la pause du midi, ils se rendent compte qu'ils pourront pas atteindre l'objectif qui s'était fixé pour ce soir. Ils avaient prévu de camper un petit peu plus loin qu'un camping officiel. Le constat est simple, ils vont devoir dormir en pleine nature et assez loin d'autres vies humaines. La nuit commence à tomber et Oliver et ses amis décident de s'arrêter plus tôt du coup, vu qu'ils savent qu'ils pourront pas atteindre leur point. Le bois est déjà prêt, le feu déjà lancé et ils commencent à déconner. À un moment, pendant un blanc, les amis entendent un craquement qui provient de la forêt. Ils tournent tous la tête vers là où provient le bruit, mais quand ils regardent, il n'y a rien. David prend sa lampe torche pour éclairer la forêt et là, la pire des situations arrive. Il y a un homme à une trentaine de mètres qui se cache derrière un arbre. Oliver ne pourra jamais oublier le physique de cet homme tellement il a eu peur. Il est très grand, plutôt maigre et il a de longs cheveux. Et il a des yeux avec un regard pétrifiant. Et il peut voir sur son corps qu'il y a plusieurs petites cicatrices. À ce moment-là, Juan y dit à voix haute: vous voyez bien ce que je vois? Quand il entend ces mots, l'homme fait un mouvement qui glace encore plus le sang d'Oliver. Il sort de derrière l'arbre et il se met à sourire. Du coup, ils ont pu apercevoir que le gars tenait dans sa main une pierre. D'un seul coup, Mark se lève et prend son couteau. Et il se met à l'insulter en français en hurlant. Ce qui a permis à Oliver de sortir de son état de choc et de l'imiter en prenant lui aussi son couteau. Et il l'agite devant lui pour le faire fuir. Ce qui va fonctionner. L'homme s'enfonce dans la forêt tout en gardant son sourire. Là, Oliver et ses amis se regardent et ils prennent la décision de se barrer, de plier le campement le plus vite possible et de marcher de nuit. Les gars tentent de contacter les rangers, sauf que vu qu'ils sont isolés, ils n'ont plus de réseau pour les appeler. Ils se mettent à courir le plus vite possible avec leur sac vers le camping le plus proche. Pendant que Oliver et ses amis courent, ils entendent un hurlement terrifiant. Arrivés au campement au bout de 3 heures de marche intense dans la nuit, ils sont exténués et ils tentent d'expliquer ce qui vient de se passer, mais ils sont morts de fatigue. Ils sont essoufflés et encore choqués de ce qu'ils viennent de vivre. Oliver reprend son calme et explique tout ce qu'il vient de se passer aux personnes qui tiennent le camping. Et elles deviennent livides. Les personnes qui tiennent le camping appellent directement les rangers les plus proches pour leur expliquer la situation. Puis elles donnent au groupe d'amis un emplacement pour installer leur tente. Autant vous dire que personne n'a dormi de la nuit. Le lendemain, les rangers sont arrivés et ils leur expliquent qu'en fait, pendant cette nuit-là, il y a eu des cris étranges qui se sont fait entendre et qu'ils ont déjà essayé d'envoyer plusieurs patrouilles mais ça n'a jamais rien donné. Après ça, le groupe d'amis a demandé aux rangers si c'était possible de les ramener car ils se voyaient mal faire le chemin inverse avec cet homme dans la forêt. Une fois de retour à la voiture, ils se sont tous assis et pendant 15 minutes, ils ont eu un fou rire nerveux. Après ça, tout s'est bien passé. Oliver est rentré en France mais il se pose énormément de questions. Qui c'était? Comment il fait pour survivre dans la forêt? Pourquoi le gars les suivait? Et qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils n'avaient pas fait des tours de garde cette nuit-là? C'est ainsi que se termine cette première histoire. Effectivement, je me pose moi aussi ces questions-là. Qui c'était? Qu'est-ce qu'il fout dans cette putain de forêt tout seul? Pourquoi il les suit et pourquoi le mec sourit tout le temps? Bon, il avait juste une pierre, mais si tu veux, tu peux quand même fracasser le crâne d'un mec. Donc je suis comme vous, j'ai aucune réponse à tout ça, mais putain que c'est flippant. Avec toutes les histoires que je raconte, j'ai pas vraiment envie d'aller en forêt en ce moment. Allez, on passe de suite à la seconde histoire et attention, accrochez-vous. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ashley. Et je vous préviens tout de suite, les événements que Ashley va subir sont tragiques. Ashley a 16 ans, elle va bientôt terminer le lycée. Elle a une petite sœur de 5 ans et son petit frère de 3 ans. Les parents de Ashley lui font entièrement confiance et ils la laissent même s'occuper de ses frères et sœurs quand ils ne sont pas à la maison. Il y a aussi Simba, leur golden retriever, et leurs 2 chats, Sydney et Stella. Tout ce bon monde vit dans une belle maison car ses parents gagnent assez bien leur vie. Ah oui, il manquait plus que le petit ami de Ashley à vous présenter, Jarod. Elle est avec lui depuis 1 an maintenant.
mais c'est très compliqué entre eux. En gros, Jarod est un manipulateur, un menteur, c'est une personne qui veut tout contrôler dans la vie de Ashley. Elle peut même plus adresser la parole à des amis garçons sous peine que Jarod lui pète une crise de jalousie. Ashley a essayé à plusieurs reprises de lui en parler et il dit tout le temps la même chose, qu'il essaye de se contrôler mais que quand il la voit parler avec d'autres gars, ça lui fait vraiment péter un boulon. Puis un jour, ce qui devait arriver arriva. Jarod l'a invitée dans un restaurant et à un moment de la soirée, elle est allée aux toilettes. Un homme l'a suivi et lui, il se rend dans les toilettes des hommes à côté. Mais en sortant des toilettes, Ashley et cet homme vont se rentrer dedans. Ashley s'excuse et l'homme lui répond gentiment que non, c'est pas grave. Et il lui fait un petit sourire qu'elle lui rend. En revenant à sa place, Jarod a littéralement pété un câble. Il a dit à Ashley qu'elle draguait cet homme sous ses yeux, qu'il l'avait vu sourire à cet homme, qu'elle lui fait du charme depuis tout à l'heure. Puis il est devenu complètement illogique et il lui dit même « Je sais même pas ce que tu as fait avec cet homme dans les toilettes. Peut-être que t'as couché avec lui. Espèce de garce, en fait tu te fais plein de mecs pendant que moi je rampe à tes pieds. » Là, Ashley est complètement bouche bée, elle sait pas quoi dire. Et c'était pas la première fois qu'il lui faisait un coup dans le genre. Mais ce soir-là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Juste après ça, il va lui dire « Donne ton téléphone, je vérifie que t'as pas pris le numéro de ce gars. » Mais Ashley refuse et la situation s'empire. Même les serveurs du restaurant commencent à venir autour d'eux et ils disent à Jarod de se calmer et malheureusement il le fait pas. Et il dit que Ashley commence même à mettre les serveurs de son côté en les séduisant devant lui. En voyant la situation dégénérer, le gérant de l'établissement appelle la police. La police arrive 10 minutes plus tard. Les serveurs leur expliquent la situation et ils prennent Ashley et Jarod chacun dans une voiture. Ashley leur explique la situation dans laquelle elle est et elle leur demande si c'est possible de pas être relâchée en même temps que lui car elle a peur de lui quand il est en colère. En voyant la détresse de la jeune fille, les policiers lui demandent s'il l'a déjà tapée ou s'il a déjà eu des formes de violence envers quelqu'un. Ashley leur dit que non, mais ce soir elle a pu voir la colère dans ses yeux, à tel point qu'elle a peur de ce qu'il pourrait lui faire et elle veut éviter ça à tout prix. Étant donné les circonstances, les policiers ont emmené Ashley chez elle et ont discuté de la situation avec ses parents. Ashley et ses parents ont eu une discussion sur le fait que le comportement de Jarod n'est pas normal et qu'il vaudrait mieux pour elle de le laisser tomber. Ou en tout cas qu'elle y réfléchisse sérieusement dans son coin pendant un moment et de mettre de la distance entre eux. Le soir même, elle reçoit un tas de textos et d'appels de Jarod, lui disant qu'il est désolé pour la scène qu'il a fait au restaurant, que c'est pas ce qu'il est en réalité et qu'elle le sait, que c'est sa jalousie qui a parlé pour lui, que c'est de sa faute et qu'il faut qu'elle lui pardonne. Puis d'autres messages lui disant « Tu fais quoi ? T'es avec qui ? Et pas avec d'autres mecs j'espère. Tu t'es débarrassé de moi pour aller voir l'homme de tout à l'heure, hein ?» Ashley est tiraillée entre le fait qu'elle l'aime énormément et le fait qu'il lui fasse des choses comme ça. La colère qu'elle a vue dans ses yeux au restaurant lui fait une peur qui lui glace le sang. Elle se dit qu'elle va prendre le week-end pour réfléchir à tout ça, au calme et se reposer. Arrivé dimanche soir, Ashley a pris la décision de rompre avec lui. Mais elle a tellement peur de sa réaction qu'elle préfère le faire par message. Elle sait que c'est pas très beau ce genre de choses mais elle a pas vraiment le choix. Elle lui envoie que c'est plus possible de continuer comme ça et qu'elle préfère en rester là avant que ça dégénère complètement. Là, elle reçoit un tas de messages mais elle décide de pas regarder pour pas changer de décision, vu que c'est la décision la plus difficile qu'elle a eu à faire de toute sa petite vie. Puis elle décide d'aller se coucher car elle a cours demain, mais elle a peur que Jarod vienne la voir après les cours. Jarod et elle ne sont plus dans le même lycée vu que lui il est maintenant à l'université. Mais il serait bien capable de sécher ses cours pour venir devant son lycée. Ashley cogite pas mal et elle entend la sonnerie de sa porte qui retentit. Ses parents vont ouvrir et elle entend que ça commence à crier en bas. Elle entend la voix de Jarod qui veut absolument parler à Ashley. Mais ses parents font barrière et lui disent de dégager avant que la police ne vienne. Après quelques minutes, Ashley reçoit plein d'autres messages. Ça va de la menace aux excuses et aux explications. Mais Ashley commence à s'endormir. Le lendemain, Ashley est prête pour aller en cours. C'est son père qui a l'habitude de l'emmener au lycée en voiture. Et devant chez eux se trouve Jarod. Il lui crie dessus en lui demandant des explications. Son père fait barrage et Ashley lui explique brièvement que c'est plus possible comme ça. Bref, il l'accepte pas et il repart en l'insultant de tous les noms. Puis le temps passe environ 1 ou 2 mois sans que Ashley n'ait de nouvelles de Jarod. Elle s'est remise à vivre et tout se passe pour le mieux. Arrive maintenant la terrible nuit d'horreur que va vivre Ashley et sa famille. Ce soir-là, Ashley garde sa petite sœur et son petit frère car ses parents ont décidé d'aller manger au restaurant car c'est leur anniversaire de mariage. Ashley fait manger sa sœur et son frère et va les mettre au lit vers 20h. Puis elle décide de mettre la télé et de regarder un film en compagnie de son chien. Elle reçoit plein de messages de numéros inconnus avec des insultes, des menaces et qu'elle est bonne qu'à avoir des rapports ou des trucs comme ça.
Ashley se doute que c'est Jarod et elle décide de les ignorer et d'éteindre son téléphone. Vers 22h30, Ashley s'aperçoit que son chien arrête pas d'aboyer, mais vraiment vénère, et elle comprend pas pourquoi. Petit à petit, elle sent une odeur de brûlé, comme si quelqu'un était en train de faire un feu. Elle se précipite dans la cuisine en pensant qu'elle a oublié d'éteindre le feu. Mais rien, et ça sent vraiment beaucoup. Puis elle peut voir de la fumée qui arrive du haut de sa maison. Là, elle va comprendre qu'il y a le feu dans sa maison, et plus précisément dans les chambres où dorment sa sœur et son frère. Ashley se couvre le nez et la bouche avec un bout de tissu et essaye d'avancer. Ses yeux la piquent et le chien arrête pas d'aboyer. Et il y a aussi des cris d'enfants qui se font entendre dans la maison. Elle décide de courir et elle arrive dans la chambre de son frère en premier. Les flammes ont commencé à manger la maison. Elle cherche pas à comprendre, elle prend son petit frère et le sort de la chambre. Dans le couloir, elle peut voir que les flammes avancent de plus en plus. Et les cris sont de plus en plus terrifiants. Elle essaye tant bien que mal de traverser les flammes pour aller chercher sa petite sœur, mais elle n'y arrive pas, c'est trop chaud. Et elle a peur pour son petit frère. Elle prend la décision de redescendre et de sortir de la maison. Les pompiers arrivent 2 minutes après qu'elle ait réussi à sortir. Une ambulance est arrivée 5 minutes après et ses parents 20 minutes après. Les pompiers n'ont pas réussi à faire sortir sa sœur et elle est décédée dans l'incendie, ainsi que les 2 chats qui aimaient dormir dans sa chambre. Le chien a des brûlures superficielles et Ashley est brûlée au 3e degré, au niveau des bras et des jambes. Bien évidemment, elle va pleurer la mort de sa petite sœur qui n'avait que 5 ans. Quelques jours plus tard, les pompiers ont dit aux parents d'Ashley que l'incendie était d'origine criminelle et qu'une enquête est ouverte. Ils leur demandent qui aurait pu mettre le feu à leur maison. Les parents d'Ashley leur disent qu'ils voient pas du tout qui ça pourrait être et qu'ils ont d'ennui avec personne. Mais Ashley va leur donner un nom, celui de Jarod. Elle a un mauvais pressentiment le concernant. Quelques semaines plus tard, l'enterrement de sa petite sœur a lieu. Beaucoup de larmes ont coulé. Ashley fait encore beaucoup de cauchemars où elle entend sa petite sœur crier de douleur. Au cimetière, elle va apercevoir Jarod qui assiste à l'enterrement. Ça en est trop pour Ashley qui commence à lui foncer dessus et l'insulter. Et elle essaye même de le frapper. Mais son cousin la retient pour qu'elle ne se fasse pas mal. Les membres de sa famille vont dire à Jarod de dégager d'ici. Quelques heures plus tard, Ashley a besoin de s'isoler un peu et d'aller parler à sa petite sœur dans le cimetière. En arrivant, plus personne n'est sur les lieux et pendant 30 minutes, Ashley libère ce qu'elle a sur le cœur à sa petite sœur. En revenant du cimetière, les parents de Ashley lui apprennent que Jarod a été arrêté pour le meurtre de sa petite sœur. Des caméras de surveillance qui appartiennent au voisinage ont mentionné l'apparition de Jarod au moment des faits. Et on peut le voir mettre feu au garage. Le feu s'est alors propagé et il a atteint les étages supérieurs. Il a été condamné pour plusieurs chefs d'accusation. Il est maintenant en prison. Ashley a repris sa vie mais non sans séquelles. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est célibataire, elle suit une thérapie pour toutes les séquelles qu'elle a eues. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Je vous avais prévenu, cette histoire est malheureusement tragique. Malheureusement, une petite fille de 5 ans et 2 chats sont morts à cause d'un mec totalement jaloux et débile. Elle est assez difficile à raconter donc j'ai vraiment pas les mots pour expliquer ces faits. Ashley verra jamais cette vidéo j'imagine vu que c'est une américaine mais en tout cas on lui envoie tout notre soutien. Difficile de conclure après ça mais si jamais ces histoires t'ont plu je t'invite à t'abonner. Active la petite cloche comme ça tu recevras des notifs. Si tu veux soutenir tu le connais, le petit pouce bleu. Si tu veux parler avec moi ou connaître les dernières actus je t'invite à aller sur Instagram. En attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.